Je vais donc vous parler du terme loimos, qui est un terme grec, et donc je vais parler de la littérature grecque. Je vais commencer par le loimos chez les poètes et les historiens. Je vais commencer comme on commence toujours, je vais commencer par Homère et Hésiode. Je parlerai aussi de Thucydide, dont on a déjà parlé un peu hier et dont on parlera beaucoup aujourd'hui. Ensuite, je vais m'intéresser au loimos dans les textes médicaux grecs. Je vais d'abord parler du loimos dans la médecine classique et hellénistique. Et en réalité, il s'agit de la collection hippocratique, qui est un ensemble de traités médicaux grecs, dont la plupart, une soixantaine, dont la plupart datent du 5e, 4e siècle avant notre ère, donc période classique de la littérature grecque. Alors, de cet ensemble vaste, un seul traité, qui est celui des vents, contient le terme loimos. Les traités plus tardifs qui appartiennent aussi à cette collection, comme Discours d'ambassade, un traité hellénistique, traités datant du 4e, 3e siècle avant notre ère, sont les traités qui contiennent plus d'occurrences de ce terme loimos, et je vais vous parler de ce phénomène, puis je finirai par le loimos chez les médecins de l'époque impériale. Je vous parlerai brièvement d'Andromaque l'Ancien, un médecin et auteur du 1er siècle de notre ère, et un texte plus tardif intitulé La Thériaque à Pison. Et je terminerai par un auteur qui est particulièrement intéressant pour le thème de ce colloque, Rufus d'Éphèse, un auteur également du 1er siècle de notre ère. Alors, le substantif loimos, que l'on traduit par peste ou pestilence, apparaît dès la poésie homérique dans la littérature grecque, et nous nous souvenons tous de la terrible maladie que Apollon envoie aux Achéens pour les punir, au tout début de l'Iliade, pour les punir d'avoir insulté Chryses, son prêtre, en refusant d'accepter la rançon que Chryses propose pour sa fille, prisonnière d'Agamemnon. Le loimos représente tout d'abord un thème poétique. Il désigne le fléau envoyé par les dieux comme châtiment pour une faute humaine. Dans les textes les plus anciens, finalement, la réalité médicale à laquelle renvoie le terme n'a pas d'importance, car la notion est perçue surtout dans sa dimension religieuse. Et un autre texte poétique, celui d'Hésiode, un poète épique du 7e siècle avant notre ère, et son texte « Les travaux et les jours » évoque également loimos dans le texte que vous voyez, que je vais vous lire rapidement. Souvent aussi, la cité entière participe au sort d'un homme méchant qui commet une faute et agit avec trop d'orgueil. À ses citoyens, le Chronide envoie du haut du ciel une grande souffrance, un limos en même temps qu'un loimos, et les gens meurent. Les femmes ne donnent plus naissance, les maisonnées se tarissent, tout cela par la volonté de Zeus l'Olympien. Alors, dès ce poème apparaît le thème et le jeu de mots limos kai loimos. Limos désigne la famine en grec, loimos la pestilence. Ce jeu de mots et ce thème va réapparaître chez les auteurs postérieurs, notamment les historiens, Thucydide, mais aussi Hérodote. Et ainsi, cette notion de loimos se situe à la fois dans le domaine de la souffrance physique et des événements cataclysmiques surnaturels. Alors, Paul de Man a déjà montré qu'il s'agit là d'une représentation traditionnelle du loimos, dont la cause est divine et les conséquences sont cataclysmiques. Non seulement les hommes meurent, mais les femmes n'enfantent plus, les maisonnées disparaissent. Et d'une manière assez surprenante, ce thème, à l'origine poétique, va trouver à partir du 5e siècle avant notre ère des prolongements importants dans les récits de pestilence chez les historiens. Alors, le récit fondateur dont on a déjà parlé hier, c'est celui de Thucydide. Mais on va retrouver ces récits chez Diodore de Sicile au 1er siècle avant notre ère, qui va par exemple nous relater les pestilences de la cité de Syracuse en Sicile. On va également trouver ce récit chez Procope, historien byzantin qui est l'historien de la fameuse peste justinienne, la première peste, le premier loimos qui désigne la peste telle qu'on la connaît, celle provoquée par le bacille de Yersin.
Mais tous ces récits, même si les maladies ne sont pas les mêmes, tous ces récits partagent quelques points communs. Déjà, tous les auteurs notent en détail les symptômes du loïmos. Alors, Thucydide va par exemple parler de la chaleur intérieure qui brûle les malades. C'est le texte que vous voyez, que je vais rapidement vous lire. Pour celui qui touchait le corps de l'extérieur, il n'était ni trop chaud ni trop frais, mais rougeâtre, livide, recouvert de petites pustules et ulcères. Cependant, à l'intérieur, il brûlait à tel point qu'il ne supportait ni le port des manteaux tout à fait légers ou des vêtements en lin, ni quoi que ce soit d'autre, hormis la nudité, et qu'il se serait jeté le plus volontiers dans de l'eau fraîche. Et beaucoup de personnes dont on ne s'occupait pas l'ont fait, se jetant dans les sources, pris par une soif immense. Et la quantité de la boisson ne changeait rien à la maladie. L'impossibilité d'être au calme et l'insomnie persistaient en plus pendant toute la maladie. Donc, tous ces auteurs parlent beaucoup des symptômes de la maladie. Tous ces auteurs parlent de l'étendue du mal qui s'abat sans distinction sur les animaux et les hommes. Tous ces auteurs parlent de la nature exceptionnelle, nouvelle de la maladie, de l'absence des secours, qu'ils soient religieux ou médicaux. Et enfin, et surtout, ils parlent des conséquences morales de la maladie et du désordre social dans lequel le fléau plonge la société. Alors, rapidement aussi, Thucydide en parle longuement. Alors, je ne vais pas tout vous lire, mais une phrase assez importante, il n'y avait rien qui pouvait constituer une barrière, ni la crainte des dieux, ni les lois humaines. On peut dire, en schématisant, que le récit du loïmos chez les historiens est un récit extrêmement pessimiste. Et on va voir qu'on n'a rien de tel du côté des médecins. Alors, je disais que dans la couche la plus ancienne de la collection hippocratique, on n'a qu'un seul traité qui contient le terme, le substantif loïmos, et c'est le traité d'Évan, que vous voyez là en grec et en français. Et je vais rapidement commenter la façon dont le terme est employé dans ce traité. L'auteur nous dit « Deux espèces de fièvre existent, pour orienter l'exposé suivant cette fois, l'une commune à tous, qui est appelée l'oïmos, l'autre particulière, qui survient chez ceux qui ont un mauvais régime. De ces deux fièvres, l'air est la cause. » Alors on voit que l'auteur tient à distinguer deux types de fièvre, purétos en grec, et le terme loïmos n'arrive que dans un second temps pour donner une dénomination alternative pour la fièvre commune, le purétos koinos. Et ce terme-là ne va pas du tout revenir dans la suite du traité, il n'apparaît qu'une seule fois donc, dans le traité et dans ce contexte-là. Donc ce n'est pas réellement une catégorie médicale, ce n'est même pas un terme médical, on pourrait dire. Et par la suite, l'auteur nous dit que ces fièvres-là sont provoquées par l'air vicié. Ça, c'est une idée dont on a déjà parlé hier et sur laquelle je vais revenir. Et puis, il insiste sur le fait que l'oïmos, ces fièvres communes, ne sont pas provoquées par les mêmes miasmes pour les animaux et pour les hommes. Alors, Paul de Man a déjà insisté beaucoup sur le fait qu'il y a des divergences importantes entre Thucydide et l'auteur de ce traité médical, puisque déjà Thucydide ne veut pas s'interroger sur les causes, et ensuite il semble sous-entendre que la maladie se transmet par contact direct et que toutes les espèces sont sensibles de la même manière au miasme, aussi bien les hommes que les animaux. Alors, selon Paul de Man, Thucydide cherche à convaincre un public informé qu'il s'agit d'un loïmos échappant aux catégories de l'art médical. Mais si on se souvient qu'il n'y a qu'une seule occurrence du terme dans la littérature médicale contemporaine à Hippocrate, on peut se demander si une catégorie médicale de loïmos existe réellement à cette époque. Et en effet, des siècles plus tard, lorsque Galien revient à partir des textes hippocratiques sur les différentes catégories de maladies, entre maladies épidémiques, pestilentielles ou endémiques, il est bien obligé de reconnaître que le grand maître n'a jamais rédigé de traité consacré au loïmos. En revanche, les traités plus tardifs, comme Discours d'ambassade, mettent en scène un médecin, Hippocrate notamment, qui s'occupe d'un loïmos et qui arrive à prévenir l'apparition d'un loïmos dans une cité. Et c'est le texte suivant que vous voyez, qui est tiré de ce discours d'ambassade où Thessalos, qui est selon la tradition un des deux fils d'Hippocrate,
rappelle aux Athéniens les services que son père a rendus aux Grecs du Nord lors d'un épisode de l'Oïmos. Et il dit maintenant je vais rapporter à ceux qui en ignorent le service d'Hippocrate, mon père. Le l'Oïmos cheminait dans la contrée des barbares qui est au-dessus des Illyriens et des Péoniens, et quand le mal gagna leur pays, les princes de ces peuples, écoutant la gloire médicale qui est en réel à la force de parvenir partout, dépêchent un message auprès de mon père en Thessalie, l'appelant à leur secours. Alors ils lui promettent tout ce qu'il veut s'il arrive à les aider, mais Hippocrate se renseigne sur les chaleurs, les vents, les brouillards, autres influences qui changent l'état habituel des corps, et il déclare ensuite qu'il ne viendra pas, mais il prend soin de protéger les Thessaliens, parmi lesquels il réside à ce moment-là, selon ce texte, pour qu'ils se préservent du mal. Et il rédige le traitement, selon ce texte, et fait mettre cet écrit dans les villes. Alors, évidemment, ce sont des textes d'une nature complètement différente des textes de l'époque classique, de traités médicaux de l'époque classique, qui sont considérés comme apocryphes. Pour la plupart, ces textes hellénistiques et de l'époque impériale, mais on voit quand même là un changement de point de vue par rapport au l'oïmos. L'oïmos, c'est une maladie, un fléau toujours, et le médecin est là, Hippocrate, la grande figure de médecin, est là pour protéger une communauté du l'oïmos. Et il met par écrit son traité. Alors, à l'époque hellénistique et plus tard impériale, l'oïmos représente, du point de vue de la littérature médicale, la maladie terrible par excellence, et la réputation du grand médecin semble se construire avant tout par sa capacité de soigner la population lors d'un fléau. En même temps, ce narratif pseudo-hippocratique s'oppose au narratif extrêmement pessimiste de Thucydide, selon lequel ni la religion ni la maladie, ni la médecine, n'apportaient de secours lors du l'oïmos, qui touchait les êtres vivants et détruisait tout sans distinction. Dans le roman d'Hippocrate, comme on nomme ces textes parfois, le l'oïmos existe pour mettre en évidence la puissance extraordinaire de l'art médical. Et il va falloir attendre en fait l'époque impériale pour voir le l'oïmos progressivement acquérir une certaine épaisseur de réalité. Alors, je passe à la troisième partie de mon exposé, la plus importante, le l'oïmos chez les médecins de l'époque impériale, et je vais vous parler brièvement d'Andromaque l'Ancien, qui est connu comme le médecin personnel de l'empereur Néron. C'est une période où la littérature toxicologique est particulièrement en vogue, et surtout les recettes de thériaque. Andromaque l'Ancien élabore sa propre thériaque qu'il nomme Galène. Il rédige un traité, un poème, dans lequel il expose non seulement la recette, mais aussi les indications thérapeutiques pour la thériaque. Et entre autres maladies, le l'oïmos aussi est la maladie qu'on peut soigner par la thériaque. Et je cite la traduction de Véronique Boudon. « On guérit aussi le l'oïmos inusité, cause continuelle dès l'horreur de dyspnée si on offre d'une telle potion. Et l'érinie, enragé hydrophobe venant des mâchoires d'un chien, tu lui échapperas plein de joie grâce à l'antidote odorant. » Donc, la rage, tout comme le l'oïmos, maladie terrible, peuvent être soignés par la thériaque. Alors, le texte, ce qu'on a est très peu pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais on peut dire que les symptômes sont une difficulté respiratoire, et ces difficultés respiratoires, ce souffle empoisonné, peut se soigner par un antidote aux bonnes odeurs. Cette association entre le l'oïmos et l'air corrompu va revenir dans la littérature qu'on nomme littérature iologique, littérature donc qui propose des recettes de thériaque. Et un texte plus tardif du IIe siècle de notre ère, Thériaque à Pison, va là clairement exposer cette association et l'indication thérapeutique de la thériaque pour le l'oïmos. Alors, c'est un texte qui a été longtemps attribué à Galien, que certains encore attribuent à Galien, d'autres non. Il s'agit donc d'un texte maintenant plus tardif que celui d'Andromaque, IIe siècle de notre ère, et on va voir que l'idée de l'air poison est clairement exprimée. Je vous lis la traduction. En effet, comme une bête féroce, le l'oïmos lui-même dévore et détruit de manière méchante non pas quelques personnes, mais des cités entières, car un changement néfaste survient
qui fait que l'air peut tuer, et puisque les gens ne peuvent pas échapper au danger à cause de la nécessité de respirer, ils inspirent par la bouche l'air lui-même, comme s'il s'agissait de quelque poison. C'est pour cette raison précisément que je fais aussi l'éloge du très divin Hippocrate, car il a soigné ce fameux loïmos arrivé auprès des Grecs depuis l'Éthiopie, tout simplement en ayant changé et modifié l'air pour que l'air inspiré ne soit pas celui que je décris. Il a donc ordonné que le feu soit allumé à travers la ville entière, non pas le feu avec le bois brûlé simple, mais avec les couronnes et les fleurs les plus parfumées. Alors, c'est un texte exceptionnel puisque on n'attribue pas à Hippocrate cet exploit d'avoir guéri la peste d'Athènes d'habitude, mais on peut aussi suivre comme ça les inflexions de cette tradition du récit de la peste d'Athènes. Selon Thucydide, on se souvient, c'est une maladie incurable que les médecins non seulement n'arrivent pas à soigner, mais ils n'arrivent même pas à survivre. Ce sont les premiers à en mourir. Selon ce texte-là, on connaît parfaitement bien la cause, c'est l'air corrompu, et on arrive à guérir par le feu purificateur la maladie, soit à l'échelle de la cité, en allumant les feux, soit à l'échelle de l'individu par la teria, qui est un petit feu intérieur qui purifie l'air à l'intérieur de l'individu. D'ailleurs, le dogme restera présent pendant des siècles, puisqu'on sait que ce traitement-là a été une des mesures sanitaires entreprises lors de la peste de Marseille. On purifiait l'air en brûlant du soufre. Alors, dans ces traités théologiques, donc, le loïmos commence à acquérir une épaisseur de réalité. On sait maintenant que les difficultés respiratoires sont dans ces signes, que la cause est l'air corrompu, qu'on le traite à l'aide de la thériaque ou des feux purifiant l'air. Mais là encore, on a l'impression que le loïmos est sert de faire-valoir pour les puissances extraordinaires du remède miracle qui est la thériaque. Et finalement, ce n'est que Rufus d'Éphèse, au 1er siècle de notre ère, qui propose une véritable catégorie médicale pour le loïmos. Alors, qui est Rufus d'Éphèse, aujourd'hui plus ou moins inconnu. C'est un médecin très important et très influent. Galien reprend beaucoup à Rufus, s'en inspire beaucoup. C'est un des médecins qu'il estime le plus et qu'il fait oublier par l'immensité de son travail. Malheureusement, on a perdu donc la plupart de ses œuvres en grec, mais les encyclopédies médicales du IVe siècle, du VIe siècle, celle de Ribase et celle d'Aetius, nous gardent des fragments très importants. Plusieurs fragments sur le loïmos qui nous intéressent aujourd'hui. Et ces textes-là sont de véritables fiches de maladie, ce qu'on ne trouve pas avant Rufus, qui exposent des signes de loïmos, les méthodes pronostiques et la thérapie qu'il faut appliquer. Alors, je vais vous laisser découvrir déjà cette description des signes. Et on va voir qu'on ne trouve pas du tout les difficultés respiratoires pour le loïmos, ce qu'on vient de voir chez les iologues. Ce qu'ils relèvent, ce sont donc les signes les plus terribles. Rien ne reste dissimulé, dit-il, comme dans d'autres maladies particulières, et on va de même dans d'autres maladies particulières. En effet, les signes sont nombreux et variés. Des délires différents, vomissements de bile, tension d'hypocondre, douleur, beaucoup de sueur, refroidissement des extrémités, diarrhée tenue et bilieuse, urine aqueuse et tenue. Chez d'autres bilieuses, chez d'autres encore noires, avec des mauvais dépôts, des formations à la surface extrêmement mauvaises, écoulement de sang du nez, etc. Alors, l'énumération de ces signes fait penser aux signes décrits par Thucydide, parce que on avait ces délires aussi chez Thucydide, on avait des vomissements de bile, on avait des refroidissements d'extrémités. En plus, Thucydide déjà a son style est parfois celui des hippocratiques, il imite les hippocratiques, mais Rufus, surtout en tant qu'auteur médical, assoit son écriture sur celle des hippocratiques. Et le style même de son énumération imite celui des épidémies ou des aphorismes, fameux traités hippocratiques. Alors je ne vais pas détailler maintenant tout ce qui est très hippocratique dans son texte, mais on peut donc, il faut insister sur le fait que c'est un texte qui est un texte avec un clair style médical inspiré des hippocratiques, et en plus, dès l'ouverture de la fiche, il met le loïmos sur le même plan que toute autre maladie. Il dit donc, comme dans d'autres maladies particulières, ces signes sont terribles, mais ils ne sont pas sans commune mesure avec les autres pathologies que connaît la littérature médicale. Alors,
L'oïmos perd finalement dans ce texte son caractère exceptionnel que Thucydide affirmait et vient se placer dans la myriade des maladies différentes que la médecine classique connaît depuis le 5e siècle. Et le lexique hippocratique aide Rufus à ramener le loïmos qui depuis Homère et Hésiode dépasse l'entendement humain aux dimensions d'une maladie contrôlable par le médecin. Mais dans les conseils pour le pronostic, par exemple, on ne peut pas échapper à l'impression qu'il est vraiment sous une influence directe de Thucydide, puisqu'il dit « si la personne raisonne bien, elle saura prédire l'avènement prochain d'un loïmos en survenant les mauvaises saisons et la mort précoce des animaux privés de raison. En effet, si l'air qui nous enveloppe est responsable du loïmos, la mort des oiseaux surviendra d'abord. Si le loïmos se déclare à cause des mauvaises exhalaisons venant de la terre, le périssement des animaux terrestres survient en premier. » Donc là, il dit clairement que le miasme est le même pour les animaux et les humains, ce qui va à l'encontre de ce que disait l'auteur des Vents. Il en va de même pour ce qui concerne la thérapie. Il se concentre sur cette brûlure intérieure. Il dit si le malade est brûlé et la flamme arrive jusqu'à la poitrine, il ne serait pas inconvenant d'apporter des rafraîchissements à la poitrine et administrer la boisson fraîche, mais il ne faut pas administrer petit à petit. Au contraire, il faut administrer en masse de sorte à éteindre la flamme. Donc, on peut penser qu'il se souvient de ces malades de Thucydide qui ressentent une brûlure intérieure énorme et qui veulent se jeter dans les puits, qui ne supportent pas de vêtements. Pour conclure, on peut dire donc que le loïmos fait réellement son apparition dans les textes transmis à l'intérieur de la collection hippocratique seulement à l'époque hellénistique. Et le discours de l'ambassade met en scène, on l'a vu, une figure légendaire d'Hippocrate, guérisseur de l'oïmos. Ainsi, probablement, il me semble, sous l'influence des récits historiques des différents loïmoi, un roman d'Hippocrate se développe dans lequel le loïmos sert surtout de faire valoir pour la figure du médecin sans renvoyer à aucune réalité médicale particulière. Alors, le premier à traiter le loïmos comme une réalité pathologique à part entière est Rufus d'Éphèse, et sa fiche de loïmos doit beaucoup à l'écriture médicale hippocratique, mais elle doit également beaucoup au récit thucydidien de la peste d'Athènes. Et puis, on peut constater que donc il cherche à ramener la notion qui est à l'origine religieuse et éthique aux dimensions d'une pathologie comparable à d'autres que le médecin habile peut non seulement reconnaître, mais aussi prévoir et guérir. Alors, j'espère avoir montré comment, à l'intérieur de la littérature grecque, un thème littéraire obtient un ancrage dans la réalité pathologique et comment, en fin de compte, la médecine arrive, au moins Rufus, à récupérer un topos poétique et historique pour en faire une maladie comme les autres. Cependant, ce va-et-vient entre les médecins et les poètes au sujet du loïmos, au sujet de la peste entendue comme thème littéraire, ne s'achèvera pas, évidemment, avec Rufus, et les différentes réfractions du thème loïmos-peste se perpétuent jusque tard dans le XXe siècle. Alors on pourrait citer nombre d'œuvres littéraires que déjà évoqué hier Vincent Barras, qui sont inspirées par ce thème, mais je préfère rappeler un texte qui ne serait peut-être pas le premier à venir à l'esprit aujourd'hui. C'est Antonin Artaud qui, en 1933, prononce lors de sa conférence « Le théâtre et la peste » les mots suivants, et qui me semblait intéressant pour conclure. L'histoire, les livres sacrés, dans la Bible, certains vieux traités médicaux décrivent de l'extérieur toutes sortes de pestes dont ils semblent avoir retenu beaucoup moins les traits morbides que l'impression démoralisante et fabuleuse qu'elles laissèrent dans les esprits. C'est probablement eux qui avaient raison. Je vous remercie.